Bonjour, mon nom est Claudine Gagnon. Je suis consultante en apprentissage à la propreté certifiée avec la méthode OCRAP et éducatrice à l'enfance. Tous les samedis et dimanches matin, je reçois un invité pour discuter d'un sujet qui touche les parents dans le domaine de la petite enfance. Aujourd'hui, ma rencontre est avec. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je suis avec Laurie Boisvert. Bonjour Laurie. Allô, allô? Allô! Alors Laurie, est-ce que tu voudrais nous présenter ce que tu fais? Ouais, donc, Laurie Boisvert, je suis coach familial. Mon entreprise se nomme Coaching familial à lanterne. Cette semaine, à la fin de la semaine passée, j'ai fêté mes 12 ans en termes de coach familial. Je me suis rendu compte de ça ce matin, donc je suis passée à côté de mon anniversaire, mais c'est pas grave. Donc, je suis coach familial, je suis conférencière, formatrice également. J'ai plein de chapeaux là, dans mon métier. Maman de 3 enfants là, de 12, 10 et bientôt 8 ans. Donc, bien occupée, mais j'adore mon métier. Est-ce que tu aimerais nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est le coaching familial pour quelqu'un qui n'a jamais nécessairement eu recours à ça? On ne sait pas trop qu'est-ce que vous faites. Ouais, les coachs familiaux ont parfois certains parcours différents. Pour ma part, je suis bachelière en psychoéducation là, de formation. J'ai fait ma formation en coaching familial. Et puis, je suis également praticienne PNL, donc programmation neurolinguistique. Donc, je mélange un peu tout ça là, pour accompagner les familles, les intervenants, les enfants directement aussi. Donc, le coaching familial, c'est de l'accompagnement à moyen, court terme, donc dépendamment des besoins pour outiller justement les gens qu'on va accompagner. Donc, on va solutionner les problématiques en collaboration avec la famille et toujours en personnalisant la situation. Moi, j'arrive avec des stratégies d'intervention, mais après qu'on ait pris le temps d'évaluer vraiment la situation, essayer de voir qu'est-ce qu'il y a derrière les comportements indésirables. Hein? Souvent, c'est ce qui fait en sorte que les gens vont m'appeler. Donc, qu'est-ce qui se trouve derrière? Comment est-ce qu'on peut être en mesure de comprendre le besoin de la personne derrière le comportement? Puis ensuite de ça, là, mettre des stratégies en place, mais toujours, comme je dis, en collaboration avec la famille. Donc, c'est à eux de choisir à travers tous les outils que je leur aurai suggérés, là, ce qui leur convient le mieux pour pouvoir monter leur plan d'intervention. Puis, c'est quoi les problématiques qu'on peut aborder au niveau du coaching familial? On vient de voir pour quelles raisons? Il y en a beaucoup. Je vous dirais que ce qui revient souvent, puis c'est ma majeure. Personnellement, je me spécialise auprès du 0-12 ans. Donc, je vais intervenir là, auprès des familles directement, auprès de parents qui choisissent de faire cette démarche-là là, sans les enfants. On va parler plus de coaching parental à ce moment-là, ou directement auprès des enfants là, qui nécessitent un support particulier. Donc, je dirais que c'est beaucoup tout ce qui concerne finalement la discipline, encadrement familial, les routines, organisation, mais aussi là, tout ce qui est comportement indésirable. Donc, gestion des crises, anxiété. Je dirais que c'est pas mal là, ce qui ressort en général. Sommeil beaucoup aussi pour les plus petits. Tout ce qui finalement va devenir un petit héritage au niveau familial avec les jeunes, on m'appelle pour ça. Dans les dernières années, je dirais que l'anxiété fait beaucoup prend beaucoup de place là, au niveau des problématiques familiales. Donc, si c'est pas directement là, auprès de l'enfant, ça va venir être un sujet qui risque d'être abordé là, au niveau des familles parce que ça fait partie de notre vie, puis même en tant qu'adulte. Au niveau du coaching familial, oui, on travaille les problématiques avec les enfants ou ce qui concerne les enfants, mais il y a une grosse portion qui est liée au parent lui-même. Donc, qui fait en sorte que moi, j'apprécie mon rôle parental. Hein? Des fois, il y a des frustrations qui s'accumulent, puis j'ai comme plus de fun à être parent. Hein? Et donc, ça, c'est quelque chose qui est important d'aller voir aussi. Hein? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu aurais plus de plaisir au quotidien? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y aurait plus d'harmonie au sein de ta famille? Que tu t'entendrais bien aussi avec ton conjointe par rapport à tes façons de procéder qui souvent vont causer des chicanes. Et donc, est-ce qu'on peut s'organiser justement pour harmoniser nos façons de faire? Puis ça, souvent, ça fait une grosse différence pour les enfants. Tu parlais de la connexion comme étant un élément que tu abordes avec les familles. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par connexion? La connexion, en fait, c'est dans l'intangible souvent. Hein, c'est plus
le fait d'être en lien avec l'enfant, c'est d'être en lien aussi avec notre conjoint quand on va être dans notre rôle parental. Mais même dans la vie, je pense que c'est important d'être en lien avec les gens autour de soi. Mais souvent, on est tellement dans la routine, dans nos automatismes, hein, qui fait en sorte qu'on est comme déconnecté finalement de tout ce qui se passe. Fait qu'on va avoir une vision d'ensemble de ce qui se passe. Je vois qu'il y a un comportement indésirable, mon enfant fait une crise. Bon, je vois ça, mais je vois pas au-delà de la crise. Donc, c'est difficile pour moi de me mettre du côté de l'enfant puis de me dire, OK, qu'est-ce qui fait en sorte que la crise est là? Qu'est-ce qui est en train de vivre présentement? Mais si je suis pas dans la connexion, ben, je fais juste voir ce que moi, ça me fait vivre. Et là, ben, je vais être frustrée, puis je vais essayer soit d'éteindre le feu plus rapidement, puis je veux pas que ça déborde, tout ça. Mais en même temps, ben, je suis pas dans la connexion, l'enfant se sent pas entendu et la crise risque de durer plus longtemps, va revenir souvent parce qu'on n'a pas mis le doigt finalement sur le besoin. Et ça fait en sorte qu'à un moment donné, les difficultés persistent. Fait que le but d'être dans la connexion, c'est d'être vraiment, être en mesure de m'arrêter, de voir qu'est-ce qui se passe chez l'autre, qu'est-ce que ça fait résonner chez moi, quel impact ça a aussi dans notre relation, le fait qu'il y ait des choses qui résonnent chez moi, comment est-ce qu'on peut prendre soin de ça. Puis à partir de là, souvent, ça fait une énorme différence. C'est souvent ce qu'on oublie par rapport aux crises des enfants, puis tout ça, c'est que la raison pour laquelle ces crises-là éclatent à la maison plus qu'ailleurs, c'est qu'ils sont en sécurité, puis on est cette sécurité-là. Fait que ce que tu dis, ça résonne tellement avec ce fait-là que si je suis cette sécurité-là, faut que je le reste. Faut pas que je me braque par rapport à cette crise-là. T'aurais-tu des pistes de stratégie à nous proposer pour justement améliorer cette connexion-là avec nos enfants? Bien sûr! Pour être en mesure justement d'être en relation avec l'autre, c'est toujours de se poser la question, hein, qu'est-ce que ce comportement-là veut me dire? Donc, qu'est-ce que ça signifie? Si l'enfant se met à faire des crises, si l'enfant justement a des comportements qui viennent me chercher beaucoup, si par exemple on est pressé de partir le matin, puis là l'enfant veut plus s'habiller, traîne de la patte, c'est difficile d'avancer, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Hein, plutôt que de dire, ah ben, motadine, ça me fait fâcher, on va être en retard, vite, vite, vite. Et là, on n'est pas du tout dans l'écoute, hein, on est dans nos propres peurs à nous. Alors, d'être en mesure de se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire? De quoi est-ce qu'il a besoin, mon enfant, quand il fait ça? À quel besoin il essaie de répondre? Est-ce qu'il y a des bénéfices à faire ce qu'il est en train de faire présentement? Puis, est-ce que ma réaction face à ce qu'il fait va lui apporter aussi des bénéfices qui vont peut-être faire en sorte que le comportement indésirable va revenir de plus en plus. Finalement, je fais juste renforcer le comportement indésirable. Exemple, mon enfant veut de l'attention. On s'est levé ce matin, on était pressés, je devais aller le porter à la garderie ou il devait aller prendre l'autobus pour aller à l'école. Ça n'a pas bien été, on n'a pas pris de temps ensemble, justement, pour s'accorder un petit peu d'amour et d'attention, qui est comme un des besoins principaux. Hein? Donc, il faut prendre le temps de le faire. Si l'enfant traîne de la patte un petit peu et que là, je suis avec lui, puis que je lui parle, puis que j'essaie de le convaincre, bien, je suis en train de lui accorder du temps. Et peut-être que ça, c'était ce dont il avait besoin pour passer une belle journée, puis l'apaiser. Et là, maintenant, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le lendemain, on soit en mesure de lui accorder cette attention-là pour qu'éventuellement, on va éviter un comportement indésirable parce qu'on a répondu aux besoins. Donc, c'est toujours de prendre cette habitude-là, de voir qu'est-ce que lui va aller chercher, qu'est-ce que moi, ça me fait ressentir aussi, est-ce que je contribue finalement au comportement. On peut prendre aussi le temps de nommer ce qu'on observe. Hein, je vois qu'il y a quelque chose qui semble te chicoter ce matin ou telle chose semble te fâcher. Je vois que dans ton visage, tu as les joues plus rouges, tu serres les poings, tu bardasses un petit peu tes jouets. Qu'est-ce qui se passe? Je vois qu'il y a quelque chose. Donc, juste de nommer ce que vous voyez, ça fait en sorte que l'enfant comprenne aussi que vous êtes à son écoute, que vous êtes là pour pouvoir l'aider et que, ben, éventuellement, vous allez être en mesure de faire une recherche de solutions. Et donc, on n'aura pas besoin de tomber dans les comportements indésirables et l'accumulation peut-être de frustration. Donc, nommez ce que vous voyez sans porter de jugement. Hein, des fois, on a cette tendance-là à dire « Ah, ben là, je vois que t'es pas mal tannant ce matin » ou on va aller apposer une étiquette qui n'aidera pas vraiment. Hein? Et donc, comment est-ce qu'on peut rester le plus objectif possible? Donc, je vois que
C'est clairement, si je prends une photo, voici ce que je vois, voici ce qui se passe. Et là, ben, on va être en mesure de faire du pouce là-dessus. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que. Donc, si c'est pas ça, l'enfant va vous le dire tout simplement, mais ça ouvre la communication avec l'enfant, puis ça démontre que vous êtes à son écoute. Sinon, ben, pour être dans la connexion, peut-être favoriser l'humour aussi. Hein, souvent, on est dans notre tête d'adulte, avec nos façons de faire d'adulte. L'enfant, lui, il est dans le moment présent. Il a besoin d'avoir du plaisir pour être motivé. Il a besoin de se sentir impliqué dans tout ce qui se passe à la maison. Donc, plus on va aller chercher justement son attention, sa collaboration dans le positif, en utilisant par exemple l'humour, ben là, on va s'éviter aussi certaines problématiques. Moi, j'aime beaucoup l'utilisation de ma moustache, que si les gens me suivent sur les réseaux sociaux, là, ils vont la voir passer souvent. On va aller voir ça. Moustache, je roule mes airs, mon petit monsieur, ma petite madame. Puis là, je commence à passer mes consignes finalement de façon plus positive. Les enfants se mettent à rire, puis ils vont faire ce que je leur demande. C'est le temps de brosser les dents, moment qui n'est pas toujours agréable. Là, mes enfants sont rendus un petit peu plus vieux. Mais quand ils étaient plus jeunes, brossage de dents, c'était pas l'activité la plus agréable qui soit. Je leur faisais des dessins sur leurs dents. Donc, je leur proposais justement de faire des dessins. Bon, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? OK, la Reine des Neiges, parfait. Je vais te faire un laf ici. Et là, les enfants étaient heureux. Ils savaient très bien que c'était des dessins. Mais juste de faire ça par le jeu, les dents étaient brossées, les enfants étaient heureux, puis moi, j'étais contente. Donc, de passer par tout ce qui est plaisant. Donc, comment est-ce que je peux rendre ça le plus plaisant possible pour leur donner envie? Mais ça va faire le travail. Puis là, j'entends certains parents qui me disent, je peux pas faire le clown tout le temps. Là, tu sais, dans la vie, les gens font pas toujours le clown. Non. Mais au départ, si je mets de l'énergie à créer cette connexion-là avec mon enfant, qui fait en sorte que lorsque je donne une consigne, ben, l'enfant perçoit ça comme étant quelque chose de positif. Ben, la prochaine fois, à un moment donné, quand je n'aurai peut-être plus d'idées, là, pour être un petit peu plus plaisant, ben, le chemin va avoir été tracé. Puis l'enfant sait que quand j'ouvre la bouche pour lui donner une consigne, c'est agréable. Et c'est pas tout le temps, fais ci, fais ça, fais ce que je te dis, puis c'est moi qui décide. Hein? Ça rend les routines agréables aussi, le fait d'associer quelque chose de positif à ma routine, de me dire, tu sais, par exemple, moi, si quand enfant, mes parents m'avaient brossé les dents avec des dessins, mais à tous les jours, j'aurais hâte de me brosser les dents en me disant, hey, aujourd'hui, je vais dessiner telle affaire. Comme chez nous, on vit en chantant. On a une chanson pour chaque chose qui se passe. Ouais! Moi, j'ai un conjoint qui invente des chansons sur absolument tout. Donc, ça rend les moments de routine vraiment intéressants, là. Tellement, tellement. Puis c'est ce qui fait en sorte justement qu'on a une belle relation les uns avec les autres. Donc, quand c'est plus sérieux, puis on a quelque chose là où est-ce qu'on doit vraiment s'arrêter ou poser une question ou recadrer un petit peu des fois quand il y a des dérapages, bien, si dans la journée, dans les heures précédentes, ça a bien été, qu'on a eu du plaisir ensemble, c'est sûr que l'enfant va avoir plus envie de collaborer que si on a passé tout notre matin sur leur dos. J'ai le goût de rebondir sur des choses que tu as dit avant, tu étais partie dans ton flow. Ben oui, c'est mon flow. Mais tu parlais des crises, ça me fait tellement penser. Je connais beaucoup de familles pour qui c'est les lundis. La crise typique du lundi matin, là, c'est exactement ce que tu as décrit. Puis moi, j'ai le goût de rebondir en disant, posez-vous la question, qu'est-ce que je peux faire pour que mon lundi ait l'air d'une fin de semaine? Pour continuer à vivre, parce que c'est un peu ça notre problème, c'est que samedi, dimanche, on a du fun, on vit, on y va lentement. Puis là, on retombe dans notre semaine, puis tout d'un coup, on retombe dans une espèce de routine rochante, alors que les enfants ont besoin de cette lenteur-là en tout temps. Je trouve ça super pertinent que tu l'amènes. Puis, je voulais t'entendre sur les étiquettes, parce que tu l'as nommé. Qu'est-ce que ça peut faire? Quel impact ça peut faire d'utiliser les étiquettes? C'est quoi une étiquette versus un... Comment je peux formuler adéquatement ce que je vois versus utiliser des étiquettes? Bien, comme je disais tout à l'heure, si je reprends cet exemple-là, l'enfant est tannant. Donc, va chercher le trouble, va vouloir agacer les autres, faire exprès finalement pour chercher de la réaction chez l'autre. Bien, on peut avoir tendance justement à dire, mais t'es un tannant, un enfant qui va compter des petits mensonges ici et là, hein, t'es un menteur. Et là, on va tout généraliser puis mettre ça dans le même paquet, disant,
finalement, à l'enfant, ben, tu es une mauvaise personne ou tu n'as pas été en mesure d'être à la hauteur de ce que j'attends de toi. Et ça, c'est difficile pour l'enfant à gérer. Hein? Donc, il faut faire attention finalement à ce qu'on nomme. Donc, tantôt, quand je disais l'importance de nommer exactement ce qu'on voit sans jugement. De dire, voici, je prends une photo de la situation, je te vois sauter sur le divan ce matin. Ou je te vois essayer de pincer ta sœur en dessous de la table pendant qu'on déjeune. C'est ça que je vois. OK? Donc, je suis pas dans le jugement que t'es un tannant ou tu fais exprès parce que là, je pose des intentions. C'est peut-être pas ça, ces intentions. OK? Donc, de regarder vraiment exactement qu'est-ce qui est en train de se passer ici maintenant, puis de nommer en quoi c'est problématique. Hein? Qu'est-ce qui pourrait arriver si ça persistait, ce comportement-là? Puis d'aller chercher la collaboration. Parce que moi, si dans la vie, quelqu'un me pose une étiquette, puis me dit que ben, je suis une pas fine, mettons, ben, c'est sûr qu'après coup, j'aurais pas nécessairement envie de collaborer. J'aurais pas envie de faire une recherche de solution. Et peut-être qu'à force de me faire dire que je suis une pas fine, ben, je vais me mettre à agir comme une pas fine parce que ça va devenir un peu mon identité en bout de ligne. Fait que, veux pas, ça peut faire en sorte que la problématique devienne plus grande. Alors que si on avait pris le temps de regarder au-delà du comportement, on aurait pu résoudre ça peut-être plus rapidement. C'est drôle parce que tu parles de ça, puis ça me ramène à un reportage, un vieux reportage de Enjeu. Je vais donner un devoir aux gens d'aller écouter ça. C'est un reportage où il avait pris des élèves puis il leur avait dit les plus petits sont plus intelligents que les grands. Après, il avait fait d'autres tests comme ça, puis il avait démontré justement que de mettre une étiquette aux enfants, ça avait un impact direct sur leurs résultats. Je vais essayer de. J'imagine que ça n'existe plus. Je vais essayer de le retracer puis de le mettre en commentaire en dessous du vidéo si je le retrouve. Parce Ouais, que ben ça s'appelle l'effet Pygmalion. Ça fait longtemps, dans le fond, là, que ça existe. Tout ça, si vous faites une recherche, assurément que vous allez trouver quelque chose là-dessus. C'est est une question de perception. Donc, ça dépend quel genre de lunettes tu vas mettre ce matin. Et ça va changer tout à fait la situation. Donc, le but de la connexion dont je parlais tantôt, c'est vraiment ça. C'est que je mets mes lunettes de la connexion aujourd'hui, puis j'essaie de voir au-delà de ce que j'aurais vu avec peut-être mes lunettes de perception, mes lunettes de jugement. Puis on va être en mesure de résoudre les problématiques plus rapidement, puis d'être en harmonie les uns avec les autres. Parce que quand on est en famille, oui, il faut répondre aux besoins de tout le monde. S'assurer que moi, mes besoins sont répondus, que tes besoins sont répondus, puis que les besoins de l'ensemble de la famille soient répondus. Est-ce qu'on est en mesure de faire ça? Il faut passer par nos petites lunettes empathiques, puis d'être capable de voir donc comment ça se passe chez les uns, chez les autres. Et plus nous, en tant que parents, on va faire preuve d'empathie envers nos enfants, bien, plus ils vont le faire aussi éventuellement avec les autres. Ça se passe dans la partie du cortex préfrontal. C'est la dernière section du cerveau à être mature, parce que ça peut aller jusqu'à 25-40 ans à peu près. Mais quand nos enfants sont tout petits, bien, plus ils nous voient par modélisation, ils vont finir par reproduire ça. Puis c'est un méchant beau cadeau qu'on leur fait. c'est tellement intéressant. Je pense qu'on pourrait se parler toute l'avant-midi. Si on est curieux, on va aller voir tes vidéos sur la moustache. Ben, en fait, tes interventions où tu nous parles de tes moustaches et tout le reste. Où est-ce qu'on peut te trouver? On va mettre les liens en commentaire. Donc, juste nous dire, c'est quoi les façons les plus faciles de te rejoindre? Sur Facebook, donc Facebook, c'est Coaching familial La Lanterne par Laurie Boisvert. Instagram, laurieboisvert.coachfamilial. Ça peut être sur YouTube, donc sur ma chaîne de Coaching familial La Lanterne. Sinon, directement sur mon site web, donc www.lalanterne-coaching.com. Super! Mais merci tellement, Laurie, d'avoir été là. C'est tellement intéressant tout ce que tu nous partages. Ben, ça me fait plaisir. Puis, tandis que j'y pense, je ne sais pas si tu me permets, Claudine, j'ai fait un guide qui est totalement gratuit là, pour les familles, pour les aider justement à se repositionner en tant que parents. Donc, tantôt, je parlais de l'importance aussi de répondre à nos propres besoins. Donc, un petit guide, 28 jours de défi pour les aider justement à reprendre contact avec eux-mêmes, puis de reproduire ça dans leur famille pour être des parents lumineux. Donc, c'est ce que j'offre là, dans le fond aux parents qui pourront écouter ça. Là, je te transférerai le lien si tu m'intéresses. Super, tu peux même, si je ne l'ai pas encore mis dans les commentaires, tu pourras le mettre dans les commentaires aussi. Donc, merci
beaucoup pour cette rencontre. Puis Ça va, bonne journée. Bye. toi aussi. Tu as aimé cette vidéo? Tu aimerais en savoir plus sur mes services? Tu aimerais visionner les autres vidéos de la série? Tu es un professionnel de la petite enfance et tu aimerais que je t'invite pour discuter de ce que tu offres? Viens me rejoindre. Bonjour à claudinegagnon.com ou visite mes réseaux sociaux pour en savoir plus sur mes services et sur les capsules. À très bientôt!